Bon, Johan, j'ai une confession à faire. Ou en tout cas, je suis pas fier de moi. Toi, avec ta carrière de combattant, évidemment, des horaires atypiques et tout ça, c'est pas toujours évident. T'es sûrement déjà arrivé de manquer des événements comme importants pour ta famille. T'as dû aller t'entraîner ou faire des combats. Des sacrifices, des 25 décembre, des 24 décembre, aller au gym, ça c'est, oui, je l'ai vécu, en effet. Mais est-ce que tu as, mettons, manqué des événements où, mettons, ta blonde ou ta famille était comme un peu fâchée après tout? Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Est-ce que non, mais c'est parce que là, on n'a pas fait d'épisode la semaine passée parce que j'étais en plein déménagement. Et puis, là, évidemment, j'ai cancellé le podcast parce que là, les boîtes... Tu sais comment c'est, tu viens de déménager, c'est exactement. le chaos. C'est beaucoup le chaos raide. Ouais. Surtout avec des enfants, hein? Oui, en plus. C'est une chance qu'il y ait la garderie, merci. Ouais. C'est juste que la semaine précédente, la journée de mon déménagement, les déménageurs venaient chez nous prendre les électros et les boîtes le 27 juin. Et j'étais, pour ceux qui suivent TVA Sport et ça, j'étais à Las Vegas. Exact. Tu sais, c'est sûr que quand mon boss me demande est-ce que tu vas aller couvrir l'UFC 317 à Las Vegas, c'est une des plus grosses cartes de l'année. Puis là, je regarde le calendrier puis je dis ouais, j'ai mon déménagement le même week-end, puis ça. Dans le fond de moi, je préfère être à Las Vegas que d'être en train de déménager. C'est comprenable un petit peu, tu sais. Fait que j'ai fait le choix d'y aller. Bon, tu sais, il y a l'aspect financier, tu sais. Je veux dire, je peux aller faire du bénévolat non plus. C'est ton travail. C'est mon travail, mais on s'entend que je préférais quand même l'aspect plaisir. Il y a des jobs pires que ça dans la vie, tu sais. Mais l'honnêteteté, c'est tellement une belle qualité, là. Ouais, ben là, tu sais, je fais mon petit mea culpa parce que, mettons que ma blonde, mes beaux-parents sont venus aider, tout ça. Ils ont payé le prix. Là. Ouais. Ils ont solidement payé le prix pendant mon absence. Un déménagement, c'est quelque chose. Hein, pour ceux qui n'ont jamais déménagé beaucoup. Là. Wow. Donc, je voulais le mentionner. Je voulais m'excuser à ceux qui nous suivent de ne pas avoir eu d'épisode la semaine passée. On n'a pas pu parler de l'UFC 317. C'était tellement incroyable. On va y revenir dans l'épisode d'aujourd'hui et je veux m'excuser à ma blonde d'avoir quitté pour... Je pense que tu fais ça comme un champion. Ouais, vivre ma vie. Je pense que tu fais ça comme un champion. Elle aussi a fait ça comme une championne. Le déménagement, c'est... Somme toute bien passée, elle s'en remet encore. 10 jours plus tard. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Eh oui, SOS Podcast, aujourd'hui, gros menu, parce qu'on a du temps à rattraper. Je le disais, retour sur l'UFC 317. Brièvement, on a un nouveau double champion, un 10e dans l'histoire de l'UFC, Ilia Topuria, qui a été tout simplement sensationnel. Alexandre Pantoja aussi a été solide dans sa défense de sa ceinture. On met la table, Johan, pour le gala de cette fin de semaine à l'UFC. L'octogone est du côté de Nashville. Au Tennessee, avec en finale Derek Lewis contre Taliesin Teixeira, un combat chez les poids lourds, un combat qui s'annonce divertissant, mais c'est une belle carte. Ouais. On en parlait avant d'entrer en nombre, des gros noms sur la carte quand même, beaucoup de profondeur. Donc ça risque d'être intéressant ça, sur les ondes de TVA cette fin de semaine. On est à la mi-année, mine de rien. On va s'amuser à faire un petit bilan des 6 premiers mois de 2025 et bien sûr, comme d'habitude, les actualités à la fin de l'émission. Ilia Topuria est le nouveau, selon les classements officiels de l'UFC, le nouveau combattant numéro 1, livre pour livre au monde. Ce qu'il a fait à Charles Oliveira il y a 2 semaines à Vegas, c'était, je sais pas. Il l'avait dit en plus. Il avait prédit un KO au premier round. Ouais. C'est exactement ce qui est arrivé. On savait qu'Oliveira ne reculerait pas beaucoup. Par contre, Topuria s'est fait toucher. Puis ça, on n'a pas vu ça beaucoup. Puis là, il vient de monter de catégorie. Fait que moi, j'étais inquiet un peu de voir si Oliveira touchait la cible de manière solide. Parce qu'on l'a vu, Oliveira est capable de frapper fort. Il a knocké Chandler. S'il touchait Topuria, puis ça n'a pas semblé l'ébranler du tout. Topuria est resté dans son plan de match précis, chirurgical. Un gros KO au premier round, encore une fois. Qui va pouvoir arrêter ce gars-là? Moi, je veux voir Makhachev contre Topuria. OK, ça sera pas tout de suite, probablement. Non, certainement. Parce que je sais pas si tu as lu ça, mais apparemment qu'avant de signer pour le combat d'Oliveira, l'UFC a... Bon, il peut bien faire ce qu'il veut, c'est sa vie, là, mais l'UFC a clairement demandé ou a clairement suggéré à Topuria de faire un petit bout à 155 livres avant de monter à 170. Parce que lui, il a dit... Lui, il est à la... Il court après Makhachev. Là. Exact. Il montait à 155 livres, il voulait l'affronter. L'autre monte à 170 livres. Il dit moi, je n'ai pas de problème, je vais monter à 170 livres. C'est lui qui veut.
Ce serait 1 contre 2. On n'a jamais eu de triple champion dans l'histoire de l'UFC encore. Là. C'est ce qu'il veut. Il y a juste 28 en plus. Puis on le sait que Topuria, il est là pour faire son nom. Il veut créer une legacy. Il veut créer quelque chose de grand. Je pense qu'il est vraiment bien parti pour ça. Il a démontré là, que contre Oliveira, là, Oliveira était vraiment plus grand, semblait vraiment plus gros aussi. Puis tu sais, a placé un coup, un assommoir. Il a détruit Oliveira. Donc vraiment, là, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite pour Topuria. Je suis vraiment... Ben là, il a fait monter Pimblett dans l'octogone. Ouais, Pimblett. Il est classé 10e. Là, est-ce que Pimblett devrait se battre contre Justin Gaethje? Ben, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, Je sais qu'il en parlait éventuellement. C'était sur la table, ce combat-là. Mais écoutez... Parce que Gaethje a dit aussi, si j'ai pas un title shot, si j'ai pas une chance au titre, je vais accrocher mes gants, je vais m'en aller. Bon, ce genre de menace-là, ça fonctionne pas avec l'UFC. Pas vraiment avec l'UFC. Surtout qu'il y a beaucoup de profondeur à 155 livres. Il y a des gros noms, là. Des gros noms, là, tu sais. Donc, Gaethje, Pimblett, peut-être. Tu sais, Gaethje, ce qui lance à faveur, c'est l'opinion publique. Oui. Parce que devait affronter Dan Hooker au mois de mars, si je ne m'abuse. Hooker a dû déclarer forfait. Et puis, il a affronté Fiziev, tu sais, à quelques jours d'avis. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'il dépanne l'UFC, qu'il prend des adversaires de dernière minute. Il recule pas. Ça, c'est gros pour l'UFC parce que ça l'implique énormément de frais. Ça l'implique beaucoup de choses. Il a sauvé des événements, là, peut-être pas dans leur ensemble, mais il a jamais dit non. Puis là, à un moment donné, tu t'attends à un retour d'ascenseur. Est-ce qu'il va venir? Je pense que oui, ça va venir. Là, parce que Dana White a été très clair après le 317. Il a dit, je sais pas qui a laissé monter Paddy Pimblett dans l'octogone. Ça aurait vraiment pas dû se passer. Puis c'est loin d'être fait, ce combat-là. Puis... C'est exactement l'impression que j'ai eue. En tant que fan, que fan d'arts martiaux mixtes, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, il me semble que ça sortait de nulle part. C'est pour faire un spectacle, oui, mais selon moi, c'est pas Paddy Pimblett qui est en liste pour aller affronter Topuria. La logique n'est pas là. Tsarukyan en premier, Pimblett, plutôt Gaethje en deuxième. Puis là, je veux dire, mine de rien, t'as Holloway contre là, tu vas Poirier qui s'en vient, exactement. Donc, tu sais, la liste est bonne, puis les noms sont bons aussi. Des noms devant Paddy Pimblett au classement. C'est pas juste ça qui compte, mais quand même. Donc voilà. Dernière question sur Topuria. Est-ce qu'il est, à ce moment-ci, la plus grosse vedette de l'UFC, selon toi? Moi, il me fait penser beaucoup à Conor McGregor dans le temps qu'il était là. Il y a beaucoup donc, de parallèles. Vraiment, exactement. Et puis, beaucoup plus noble, semble beaucoup plus respectueux, confiant, mais pas trop arrogant, semble pas déborder le vase. Puis je souhaite juste qu'il garde ça parce qu'on sait le succès, puis devenir champion, ce que ça peut nous faire. Je souhaite juste qu'il soit capable de garder cette discipline-là puis ces valeurs-là. En tout cas, c'est un gars qui est fascinant parce que je l'ai interviewé à quelques reprises durant la semaine et tout ça. Puis le gars, il célèbre ses victoires avant ses combats. T'sais. Puis ça peut vraiment paraître arrogant. Je sais pas si tu as vu sur les médias sociaux, il est allé au resto le vendredi soir. Là, il a pas bu rien, là, c'était pas le party, mais il est allé. Puis c'est un repas de célébration de victoire. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mais lui, dans sa tête, c'est. Gagne ou perd dans l'octogone, c'est une victoire quand même parce que je viens de passer à travers un camp d'entraînement, je viens de passer à travers une préparation. Puis il dit, je sais que j'ai fait tous mes devoirs, j'ai laissé aucune roche là, qui n'a pas été retournée, là, tout ça. Il est ultra, ultra confiant, mais c'est en raison, oui, de son talent naturel, mais aussi de l'énorme préparation. Puis il dit, je le sais en dedans de moi que je peux pas perdre. Ouais, c'est une très belle mentalité. Méchante confiance là, en lui, ce gars-là. Puis pro, il n'a jamais perdu, il est 17-0 maintenant. Alessandro Pantoja, rapido, qui a défendu son titre des 125 livres aussi à l'UFC 317 avec une 8e victoire consécutive, 4e défense de titre, c'était contre Kai Kara France. Il est comme le bon vin, c'est cliché de dire ça, mais 35 ans, mais il est meilleur que jamais. Exactement. Là, il a fini ça au 3e round, si je me rappelle bien. C'est comme si il semble être vraiment là, au sommet de sa forme, mature, en contrôle, puis aussi au sommet de ses techniques. On le voit évoluer de combat en combat. Encore là, termine le combat avant la limite. Il est dominant. Il y a un bon combat debout, mais aussi tellement dangereux au sol, Pantoja, là, tellement dangereux avec ses soumissions. J'ai hâte de voir le prochain combat encore, mais moi, personnellement, je pense pas que Joshua Van peut donner... je peux donner du fil à retordre à Pantoja. Je pense que Pantoja a beaucoup trop d'expérience, va être beaucoup trop patient, va attendre les bonnes ouvertures, va attendre le 3, 4e, 5e round pour ouvrir la machine, puis c'est ce qui fait de lui un champion puis un bon vétéran. C'est le fun ce qu'il fait, Van. Il faut rien lui enlever, c'est fantastique. Il se bat aux 2 mois, là il vient d'aller chercher, c'était peut-être le combat de l'année jusqu'à présent contre Rival, mais
Je suis d'accord avec toi, l'expérience à ce niveau-ci, là, Mais l'expérience en combat de championnat, 23 ans. Tu sais, il y a du temps devant lui. C'est peut-être un futur champion, Van, mais est-ce que c'est maintenant? Peut-être un peu trop tôt. Là. C'est peut-être un peu trop tôt, mais en même temps, je me dis, être dans les chaussures de Joshua Van, combien de combats il a fait dans la dernière année? 4, 5. Ouais, 4 ou 5. En fait, dans les 12 derniers mois, c'était son 6e. Exact. C'était déjà son 3e de 2025. Exact. Là, sur 4 victoires consécutives, une chance au titre, mais c'est un peu un scénario parfait pour lui, qui vient d'arriver, qui est encore tout jeune. Gros combat spectaculaire. C'était un combat de dernière minute qu'il a pris. Puis là, grosse performance, combat de championnat. T'sais, à quel point c'est un chemin qui est quand même... c'est atypique, c'est une belle histoire. C'est atypique, c'est une belle histoire, exactement. Puis tu sais, je pense que peu importe l'âge qu'il a, même s'il perd en combat de championnat, il va avoir fait un combat de championnat super jeune, il va avoir des années pour se reconstruire puis revenir en force. Il perdra. Il peut peut-être perdre un combat, mais il perdra pas. Exactement. Il a beaucoup à gagner, exactement. C'est ça. Puis s'il perd le combat, mais ça va être juste de l'expérience en banque, puis ça va, tu sais, exact, plus. Donc voilà pour l'UFC 317 International Fight Week. C'est un superbe événement avec 2 mégastars. Là, puis honnêtement, c'est ça. Topuria, qui va l'arrêter? Wow. À suivre. Cette fin de semaine, UFC Nashville, après une semaine de pause. Il n'y a pas eu de gala la semaine passée. Donc 19h sur TVA Sport 2. En finale, Derek Lewis, le bon vieux Derek Lewis, divertissant à souhait contre Talison Teixeira. Lewis est encore dans le top 10 chez les lourds. Numéro 9, Teixeira, un nouveau venu, un tout jeune Brésilien de 25 ans, qui est déjà classé dans le top 15, 13e à son 2e combat à l'UFC seulement. Ça vous montre un peu qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur chez les poids lourds. Lewis, 40 ans, premier combat depuis mai 2024, ça fait plus d'1 an, donc on ne l'a pas vu. On sait à quoi s'attendre de Derek Lewis. Oui. On sait que c'est des... Ce combat-là, Teixeira, on le connaît un peu moins, mais si on regarde sa fiche, le fait qu'il est à 7 KO consécutifs, on s'attend pas à ce que ça aille au sol, puis on s'attend pas à ce que ça aille à la limite. Hein? On s'attend pas à ce que ça aille à la limite. J'ai hâte de voir quel Derek Lewis va sortir. Parce que, tu sais, c'est de Black Beast, là. Il a réussi à knocker Volkov au 3e round alors qu'il perdait le combat au désespoir. C'est ça, Derek Lewis. Il peut nous sortir un overhand de nulle part, même si le combat est plus dans ses mains. J'ai hâte de voir Teixeira. On le connaît pas beaucoup. Moi non plus, je le connais pas beaucoup. Oui, il a une bonne force de frappe. Mais Derek Lewis l'a mentionné qu'il ne voudrait plus se rebattre pour un combat de championnat. Là, affronte un jeune loup qui a faim, lui. Donc, ça va être quoi le combat? C'est vraiment ça qui m'intrigue. Chose est sûre, Nashville, c'est sa ville à Derek Lewis. Il est chez lui, si je m'abuse, là. Oh. Je suis pas mal certain qu'il vient de Nashville ou dans ce coin-là. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ça fait 1 an qu'il s'est pas battu. Derek Lewis, s'il y a bien quelque chose qu'il y a de magique avec cette personne-là, c'est qu'il peut perdre 3 combats consécutifs, nous sortir une grosse performance, prendre le micro, dire quelque chose de drôle, puis il est revenu sur la map, on peut peut-être quasiment le mettre dans le top 5, t'sais. Mais t'sais, là, j'exagère, mais en voulant dire que c'est une superstar, Derek Lewis, c'est une superstar, il a fait son nom, il a un grand cœur, c'est un personnage qui est tellement attachant. Une victoire contre un jeune loup comme Teixeira qui est 11-0, peut le remettre sur la voie de la victoire, puis peut le remettre sur la map de l'UFC. Donc, c'est un combat qui est important pour lui parce que Lewis n'est pas vraiment sur une bonne lancée. T'sais. Non, c'est ça. Il veut revenir en force. Quel Derek Lewis va se présenter? Lewis, 15 KO, c'est un record de l'UFC. Il a gagné son dernier combat, Okay. comme je le disais, en mai 2024, mais avant ça, c'était une séquence de défaites. C'est 5 défaites à ses 8 derniers combats, là, depuis qu'il a été en combat de championnat intérimaire contre Cyril Gane en 2021. Donc, depuis qu'il a perdu cette opportunité au titre, plus sur une pente descendante. Il vient de... En fait, il habite au Texas, il est né à la Nouvelle-Orléans. OK, en Louisiane. Donc, on est dans le sud des États-Unis, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin de la maison pour lui. Puis Teixeira, 25 ans seulement. Jeune. Invaincu à 8-0 8-0. avec 7 KO consécutifs. Puis on l'a placé dans le top 15 parce qu'il est arrivé en février dernier à sa première sortie à l'UFC, KO en 35 secondes seulement contre Justin Tafa. C'est un gars qui n'a jamais vu le 2e round de sa vie. Wow! Aucun 2e round. Non. Puis on sait que Derek Lewis aussi, c'est un combattant très explosif. Ouais, exact. Donc, honnêtement, clignez pas des yeux. Je suis pas... Wow. Pas gambler, là. La cote pour une victoire par décision d'un ou l'autre, ça doit être assez élevé parce que, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de chances que ça rentre à la limite. Puis c'est pour ça qu'on met ce genre de combat-là en finale aussi. Parce que ça va être un bon show. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu au niveau des classements. Que le gagnant pourrait se retrouver potentiellement. Là, c'est vraiment
frappez-vous, puis advienne que Faites pourra, un spectacle. puis On termine la soirée avec vous, les gars. clou du Montrez-nous spectacle. comment ça marche. En demi-finale, même chose, vétéran contre Ouais. jeune loup, parce que Steven Thompson, le bon vieux Wonderboy, Wow. qui est toujours classé 12e à 170 livres, malgré ses 42 ans bien sonnés, affronte Gabriel Bonfim, qui est un jeune Brésilien, lui, de 27 ans. Donc là aussi, choc de style, parce que Thompson, on le sait, on le connaît depuis vraiment longtemps, spécialiste de karaté, spécialiste du combat debout. Bonfim, lui, est plus spécialiste de soumission, là, parce qu'il a 13 soumissions en 17 victoires au total dans sa carrière. Très haut ratio de finition. Là. 3 KO, 13 soumissions en 17 victoires, donc 16 en 17. C'est un combattant qui est assez grand, assez spectaculaire, un bon athlète aussi. Exactement. C'est ça. Tu mets un gars de 42 ans contre un gars de 27 ans qui est comme en ascension. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Wonderboy, honnêtement. Moi non plus. Par contre, si tu regardes le pedigree de Wonderboy, là, c'est tellement impressionnant. Là. Il les a tous passés. Là. Masvidal, Pettis, Burns, Woodley, Rory McDonald. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Côté. Patrick Côté fait partie de sa liste, mais Wonderboy a tellement un jeu de pied, des déplacements spectaculaires. Il s'est battu, je vais toujours me souvenir quand il s'est battu contre Kevin Holland. Kevin Holland lui disait dans le combat, t'as pas 42 ans ou t'as pas 40 ans, là, tu vas beaucoup trop vite. You're too fast. Puis, ça nous montre à quel point c'est un athlète qui est très rapide. Ses déplacements, sa distance, c'est sa force. Ça va vraiment être un choc de style. Si Bonfim est capable, selon moi, d'amener le combat au sol, ça peut être vraiment difficile pour Thompson. Par contre, si Thompson est en mesure de garder ses kicks de côté, sa distance, ça peut être une longue soirée. Là, donc. Il est sur 2 défaites de suite, 1-4 à ses 5 derniers Wonderboy Thompson. S'il perd, est-ce que tu penses que ça va être... est-ce qu'il pourrait déposer ses gants? Il pourrait déposer ses gants. Je pense pas... De mémoire, je pense pas qu'il a récemment parlé de retraite potentielle ou qu'il a laissé entendre que... Mais tu sais, il veut pas... Il semble tellement être dans une bonne forme, avoir un rythme de vie sain. Ouais. Ça a l'air d'être un athlète qui... Comme je dis, un rythme de vie sain, il a pas l'air d'un gars de 42 ans. Il a vraiment l'air d'un gars de 35 ans à peu près. Fait que, je pense que ça va dépendre de sa santé, surtout. C'est le genre de gars que l'UFC va... C'est un gatekeeper, entre parenthèses. Ouais, c'est un bon point. C'est un gars que, peu importe tu vas le mettre où, tu peux le mettre en co-main event, un peu n'importe contre qui, n'importe quand, ça va pogner. C'est vrai, t'as raison. Puis c'est un bon test pour n'importe quel jeune. Exact, Si tu es capable de solutionner un gars comme Wonderboy, tu mérites ta place dans le top 15, top 10, tu sais. C'est vrai. Puis j'allais dire, c'est le genre de gars que l'UFC va hésiter vraiment longtemps avant de couper. Ouais. Le gars s'est rendu jusqu'en combat de championnat. C'est sûr que là, c'est 2 défaites de suite, c'est 1-4 à ses 5 derniers. C'est sûr que si tu vas 3 défaites de suite, 4 défaites de suite, rendu à 43 ans. Mané, tes boss vont... Ils vont essayer de faire comprendre que c'est peut-être mieux que lui-même d'arrêter, qu'on va être obligé de te couper. De te couper là, ou on t'offrira pas de nouveau contrat. C'est tellement un bon gars, il n'y a pas d'ennemis, il a fait beaucoup pour l'organisation aussi. Donc, on va voir comment on va le traiter, comment lui aussi va décider de la suite des choses, mais avec une victoire, je veux dire, il reste en bonne position malgré tout. Calvin Kattar contre Steve Garcia, c'est sur cette carte-là. Kattar qui est sur 4 défaites de suite, lui, encore dans le top 15 à 145 livres. Est-ce que il était au Tristar ces dernières semaines? Oui, je l'ai vu au Tristar. Okay. Je l'ai pas vu, mais j'ai su qu'il était au Tristar beaucoup. T'es pas allé? J'ai recommencé à m'entraîner cette semaine pour mon camp d'entraînement, mais lui, j'ai vu que à travers les réseaux, là, qu'il était beaucoup là, donc oui, il s'entraîne au Tristar. Fait qu'il a fait son camp comme ses derniers... Avec Firas Zahabi au Tristar. Comme ses derniers camps, ça fait quelques... Oui, les 2-3 derniers combats. 3 derniers combats, exact. Lui, peut-être qu'il joue son emploi, par contre. Il est pas jeune non plus, il a 38, si je ne m'abuse. Puis 4 défaites de suite. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est difficile, surtout là, son dernier combat, on l'a vu. Il semblait avoir de la difficulté à s'imposer au 3e round et sorti fort. En fait, il a commencé beaucoup trop tard. C'était contre Youssef Zalal, je m'en rappelle. Il a commencé le combat exact. C'est ça, exactement. Il a commencé au 3e round à vouloir s'imposer, puis on sentait qu'il était capable de le solutionner, mais le combat se terminait, puis les 2 premiers rounds n'étaient pas allés en sa faveur. Donc, c'est sûr que là, il pogne Garcia. Garcia, c'est un gros cogneur aussi. Mais par contre, c'est un gars qui envoie des grosses overhands, des gros crochets. On le sait que Kattar, c'est plus quelqu'un qui frappe linéaire et a des bons coudes aussi. Je vais me souvenir du KO qu'il avait fait contre Jeremy Stephens. C'était un KO spectaculaire avec un coup de coude. Donc, je pense que si Kattar est capable
de garder sa boxe clean en ligne droite peut vraiment donner du fil à retordre à Garcia. Lui, il est sur 5 victoires consécutives. 5 gros KO aussi, donc ça sera pas facile. Non, exactement. Puis c'est fou qu'à passer la trentaine, Garcia connaît vraiment les meilleurs moments de sa carrière là, avec 5 KO de suite. Là. C'est beau à voir. Puis là, ça va lui permettre, s'il l'emporte, de rentrer dans le top 15. Parmi les autres gros noms, Chris Curtis contre Max Griffin, 2 vétérans à 185 livres, ça va donner un bon show. Jake Matthews contre Chidi Njokuani, ça peut être intéressant. Aussi, Chidi, qui revient d'une grosse victoire par KO, aussi contre Vicente Luque. Oui, puis il a vraiment un très bon contrôle de la distance. J'ai hâte de voir. Encore là, c'est souvent quel Jake Matthews qui va sortir. Hein? Des fois, on a un Jake Matthews qui est vraiment présent, qui s'impose. Mais Chidi qui est vraiment... Je me rappelle de son KO contre Marc-André Barrios. Là, moi, il m'avait vraiment impressionné à ce moment-là. C'était vraiment un grand bonhomme, un gros bonhomme. Puis moi, qui fasse 170 livres, ça me dépasse. Là. Ben, il l'a pas fait la dernière fois. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, là, il a dit que c'était une erreur de parcours, que ça allait plus se reproduire. Il a pas le choix de faire le poids cette fois-ci. Puis Canadian Nzechukwu contre Walter Walker, ça, c'est chez les lourds. Walker qui revient de 2 victoires de suite par clé de cheville. Ouais. Donc, c'est un gars qui... C'est le frère de Johnny. C'est un personnage, un gars divertissant, puis c'est un gars qui a plus d'un tour dans son sac. Hein? C'est un poids lourd qui a des soumissions. Ça, c'est toujours intéressant. C'est rare, exactement. Donc, c'est une carte qui, d'un bout à l'autre, il y a des vétérans, il y a des beaux espoirs. C'est une carte vraiment intéressante cette fin de semaine en intégralité sur les ondes de TVA Sport 2. On prend un petit 5 minutes pour faire notre bilan de mi-année. Yoann, je t'ai demandé de sortir tes trucs dans tes récipiendaires, voilà, dans différentes catégories. On commence avec le combattant de l'année. Jusqu'ici, selon toi. Ben, combattant de l'année, je vais y aller avec GDM, Jack Della Maddalena. Écoute, moi, il est arrivé en même temps que moi au Contender Series. C'est quelqu'un qu'on m'avait offert d'affronter en Australie que j'avais refusé parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Puis là, de le voir champion, de le voir avoir détrôné Belal, outboxé, lui avoir donné une leçon. Ça a été vraiment ça. Alors qu'il était négligé. Avant ça, il avait battu Burns. Écoute, on y va avec GDM. Je l'ai donné à Merab Dvalishvili chez les hommes. Il a défendu son titre 2 fois, 2 performances presque sans faille. En janvier contre Nurmagomedov, a commencé le combat un peu en retard, mais il a tellement fini fort. Puis ce qu'il a fait par la suite à son autre défense contre Sean O'Malley, il y a un mois à peu près, là, c'était un mois et demi, c'était épique. Puis Kayla Harrison chez les dames qui est allé chercher facilement le titre. Difficile de lui enlever à Kayla Harrison. Hein? Non, exact, c'est ça. KO de l'année? KO de l'année, j'ai pas le choix d'y aller avec Max Holloway. Max Holloway? Non, c'était... c'était en 2024. C'était exactement contre Gaethje. Je te laisse aller. Je vais... J'en ai 3. Ah bon? Tu choisiras celui que t'aimes. Le plus spectaculaire, c'est Mauricio Ruffi contre King Green, Bobby Green. Le spinning back kick. Ouais, exactement. C'était incroyable. Donc ça, c'est le plus spectaculaire. J'ai mis Topuria contre Oliveira parce que c'est le plus peut-être significatif. C'était spectaculaire aussi, puis c'était surtout aller chercher 2 titres, une deuxième ceinture de façon aussi emblématique. C'était vraiment facile. Ouais, facile. Ça n'a pas été difficile. Double champ, facile de même. Ouais. Puis j'ai mis Barrio contre Bruno Silva à Montréal. Très intéressant. Aussi pour la signification, parce qu'il a sauvé sa job. Il a sauvé sa job, mais aussi pour l'impact. C'est quand même vraiment spectaculaire de voir un crâne se fracturer. On souhaite pas de mal à personne. Puis tu sais, je le dis pas en étant content pour Silva, loin de là. Mais ça reste un sport de combat, ça reste un sport de spectacle. Puis de voir le coude fracturé, ça reste vraiment, vraiment spectaculaire. Fait que oui, ça reste un des KO, c'est sûr, les plus spectaculaires de l'année. OK, fait que lequel t'aimes le plus dans mes 3? Marc-André Barrios. On y va avec Marc-André Barrios. J'ai comme triché, je m'en suis sorti 3. Soumission de l'année, j'ai mis Jean Silva contre Bryce Mitchell, juste parce que Silva était reconnu toujours comme plutôt un gros cogneur, alors que Mitchell était le spécialiste de Jiu-Jitsu. Puis ce qu'il lui a fait, il l'a mis dans sa petite poche en arrière, puis il lui a passé un étranglement ninja dans un gros combat important. Il l'a endormi, puis il a jappé à côté après. C'est incroyable. C'est quoi? C'est un spectacle, encore là, comme on le mentionne. Fait que c'était une soumission incroyable, ça. Puis de le voir lui mettre... Il lui a passé un petit peu le KO, il l'a touché dans le combat, puis après, il l'a soumis. C'est une domination complète. Est-ce que tu as un combat de l'année? Écoutez, on l'a vu, je pense, dans les dernières semaines, là, Rival contre Van. Moi, là, c'était un des combats les plus spectaculaires que j'ai vus.
la boxe compacte de Van puis la distance de Rival, mais les deux se touchaient constamment, des échanges. Ça a été vraiment un combat spectaculaire. Puis de voir que Van était un arrivant de dernière minute comme ça et qu'il a livré la performance, ça rend ça encore plus beau. Là. Non, exactement, avec toutes les implications qu'on connaît. Je suis d'accord avec ton choix. J'ai sorti aussi Jack Della Maddalena pour revenir à lui et contre Belal Mohamed. C'est, je pense qu'avant, celui de... Tu sais, je suis d'accord avec toi que Van Rival a peut-être surpassé en termes de volume de coups. C'est un combat de 3 rounds, l'autre c'est un combat de 5 rounds, mais le volume de coups qui a été lancé durant 25 minutes, dans un combat de championnat également, c'était vraiment une guerre, c'était vraiment un bon combat, puis on l'a eu ici à Montréal. Donc pour moi, c'est mon combat de l'année jusqu'ici. L'histoire qui a retenu le plus l'attention depuis les premiers mois de 2025. Kayla Harrison. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une histoire qui... Ben c'est l'histoire derrière la combattante aussi. L'humain que j'ai découvert, la femme que j'ai découvert, je trouve vraiment inspirante. L'histoire avec qu'elle a adopté ses filles qui sont maintenant ses enfants. Exactement. Tout ça ensemble. Les sacrifices qu'elle fait. Et tu sais, l'athlète aussi. Donc, j'espère qu'on va entendre parler peut-être d'Amanda Nunes dans les prochains mois, semaines. Ça sent bien après moi. Donc, j'irai avec Harrison. C'est un bon choix parce qu'elle est tellement sympathique en plus lorsqu'on l'a fait en entrevue, tellement généreuse. J'ai sorti, moi, bien sûr, la saga John Jones. Tom Aspinall là, qui finalement tirait à sa fin, quoique Jones a dit on va en parler dans les actualités, mais c'est l'histoire de la Maison-Blanche, il a dit moi je reviendrai peut-être pour me battre. Comme... L'autre a dit Aspinall dit mon prochain combat est booké, tout ça, puis là finalement l'autre dit je vais revenir finalement. Aïe John, come on. Puis qu'est-ce que tu vas surveiller, ou est-ce que tu as une prédiction d'ici pour la deuxième moitié de l'année, un combattant qui va faire des vagues selon toi, ou une victoire surprise en championnat, ou qu'est-ce que tu vas surveiller? C'est une bonne question. Je vais surveiller le titre des 170 livres, le GDM, là, savoir qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Est-ce que Makhachev s'en vient là? C'est vraiment, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette catégorie-là pour pouvoir savoir ce qui va se passer dans les autres catégories en dessous, parce que ça va avoir un impact. Là. Non, exactement. C'est un bon choix. Puis moi, j'ai sorti, tu connais mon intérêt pour tout ce qui est la business un petit peu, puis la politique derrière. J'ai prédit que l'UFC allait signer d'ici la fin de l'année, parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Les droits de télé aux États-Unis prennent fin avec ESPN à la fin de 2025. J'ai prédit un contrat de télévision, ou un contrat de diffusion, en fait, avec Netflix pour l'UFC. Wow. Un contrat de 5 ans qui va valoir entre 7 et 8 milliards de dollars, j'ai l'impression. Et avec ça, la fin du modèle pay-per-view. Ça, c'est une prédiction audacieuse. Parce que dans le fond, ce que je pense qui va arriver, là, pour vous mettre en contexte, j'ai fait mes petites recherches. La WWE a signé avec Netflix pour 1 milliard par année, 5 milliards sur 5 ans US. Et Dana White a dit qu'il cherchait quelque chose qui va... Il a dit, je pense que mon prochain deal, ça pourrait être 1 milliard par année. Wow. Il avait signé 1,5 milliard pour 5 ans avec ESPN en 2018. Donc, je suis pas sûr qu'il va y avoir 1 milliard par année. Donc, mettons 10 milliards ou 5 milliards pour 5 ans. C'est ça. Je pense qu'il va y avoir un peu plus que ça. En fait, c'est parce que c'est ça. Je me reprends. La WWE a signé pour 1 milliard par année, puis je pense que l'UFC va aller chercher un petit peu plus que la WWE. Wow, pour montrer. Pas nécessairement pour montrer, mais ça montre que l'UFC est dominant. Il faudrait peut-être un peu plus que la WWE. Mais en contrepartie, vu que Netflix paierait plus cher potentiellement, on annulerait tout ce qui est pay-per-view, ce qui serait bon pour les amateurs, pas au Québec, là, parce que on suit pas ça, mais les galas numérotés avec les combats de championnat seraient disponibles gratuitement. C'est un abonnement Netflix, ou pour une petite surprime, mais qui serait pas 80$. Là, exact. Donc bref, en tout cas, c'est peut-être un peu compliqué tout ça, mais ça donnerait beaucoup de... Comment je dirais? Ça donnerait du volume à Netflix d'avoir l'UFC. Ça donnerait... ça prendrait de la valeur. Il y aurait WWE, il y aurait le UFC. Le UFC. Là, ils commencent à faire des événements de boxe. Il y a une méga gala de boxe demain soir. Oui. Elle n'a pas manqué. Les deux femmes. Amanda Serrano contre Katie Taylor, deux des plus grandes boxeuses de l'histoire qui s'affrontent. Il y a $1 million sur ce combat-là, je pense, entre Mike Tyson et Jake Paul. Ah ouais, hein? Ouais, exactement, ouais. Ouais, parce que... Les deux sont chacun dans un coin. Jake Paul, c'est le promoteur d'Amanda Serrano là, depuis un certain temps. Puis Mike Tyson croit que c'est l'autre qui va gagner. Katie Taylor, voilà. Donc bref,
à suivre pour ce contrat de télé UFC. Puis on verra ce qui va découler ici au Canada et au Québec par la suite. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Passons aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. OK, Johan, actualité, quelques minutes, je sais pas si tu as vu ça passer, mais Donald Trump, dans un de ses rallyes, un de ses rassemblements du 4 juillet, a dit « il va y avoir un événement de l'UFC à la Maison-Blanche le 4 juillet 2026, ça va être le 250e anniversaire des États-Unis, puis c'est déjà réglé, Dana va nous organiser ça. » Il a sorti ça, c'est comme si c'était... un vendredi soir tranquille. Ben, c'est ça, exactement, la façon dont il l'a annoncé, tout ça. Mais je pense que ça va se passer, honnêtement. Possible. Il est toujours à l'UFC. Il est souvent là. Exact. Il est tout le temps en première rangée. Il semble avoir des bonnes relations, exactement. C'est lui le président. Il va bien décider si dans sa cour, il n'amène pas la cage de l'UFC puis qu'il fait pas un événement, je pense. Donc, puis je pense que ça peut tellement être gros pour les États-Unis de faire ça en même temps, tu sais, de dire comme la Maison-Blanche reçoit l'Octogone, l'UFC, tu sais, fait que, écoute, il n'y a rien d'impossible avec Donald Trump. Là. Exact, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il n'y a rien d'impossible avec Donald Trump. Puis si tu donnes un défi à Dana White et à l'UFC, l'équipe de production de l'UFC, c'est vrai. Faites-moi un événement dans... Tu sais, je veux dire, tu peux leur dire, allez n'importe où. Ils ont fait à la Sphère, c'était incroyable. Ils sont allés, durant la COVID, ils sont allés sur une île. Ils ont bâti un complexe, puis de toutes pièces. Eux autres, là, aller faire ça, amener des stages, amener des estrades, amener un octogone, amener de l'éclairage, tout ça. Là. Avec la Maison-Blanche en plus. Ça serait incroyable, ça ferait un beau show de TV, tout ça. Tu sais, au niveau politique, tu sais, je veux dire, est-ce que la Maison-Blanche, en tant que symbole politique et démocratique, devrait être le théâtre d'un événement sportif comme ça? Je veux dire, mon opinion vaut la vôtre, puis c'est pas moi qui va décider, mais je veux dire, au niveau show de télé, au niveau... tu sais, ça serait vraiment... Marketing, ça serait quelque chose, là. Le seul enjeu que je vois, puis là, c'est dans un an, là, mais il n'y a pas de champion américain à l'UFC présentement. Oh! Il y en a aucun. Ben, il y a Kyle Harrison. Ouais, c'est vrai. Puis Donald Trump voudra pas mettre Kyle Harrison en main event, sûrement. Ben, plate comme il est. Pense, ben, mais est-ce que c'est Donald Trump qui déciderait ou est-ce que ce serait. Rendu là. Mais tu veux mettre des Américains. C'est sûr que tu vas vouloir avoir des Américains sur ta carte. Le Connor a dit qu'il voulait revenir pour ça. Mais il n'est pas plus américain. Il est bien chum avec Donald, par exemple. Il est allé dans. Mais... Donald Trump a déjà dit que c'était son combattant préféré. Mais on a tellement d'Américains talentueux dans l'organisation de l'UFC qu'il y a moyen de faire ça, mais c'est sûr que ça prendrait peut-être un Américain qui puisse avoir sa chance au titre. Là. C'est pour ça que John Jones, s'il revient... Aspinall Jones. C'est le temps de récupérer. Tu sais, s'il revient pour tenter de récupérer sa ceinture des poids lourds en finale... De la Maison-Blanche. Wow. C'est l'Américain qui va tenter de détrôner le Britannique, comme à l'époque de la guerre d'indépendance. Non, mais... C'est possible. Engagez-moi, là. Il faut rêver. Ça s'écrit tout seul, ce scénario-là. C'est fait. Tu connais le Jiu-Jitsu plus que moi, parce que une des grosses nouvelles que j'ai vu passer. Est-ce que tu connais Marcus Almeida, Marcus Buchecha? Ouais, Buchecha. Apparemment, moi je le connaissais plus ou moins, là. Un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu de l'histoire, qui se bat maintenant à One FC. Ouais. Mais il va faire ses débuts à l'UFC. Là. Dans les combats de l'UFC? Ou dans les combats de Jiu-Jitsu de l'UFC? Non, à l'UFC en arts martiaux mixtes. Oh, OK, tu vois, ça, j'étais pas au courant. J'étais même pas au courant de ça. Okay. Ouais. Ça a été annoncé cette semaine. Il va se battre, en fait, sur la même carte que Marc-André Barriault à Abu Dhabi le 26 juillet. Donc, c'est relativement tôt. Il a été libéré de One FC. Il est 4-1 en arts martiaux mixtes chez One. Puis là, il vient de signer à l'UFC. Puis là, on le met contre Martin Boudaille, qui n'est pas le dernier venu non plus. Là, pas un mauvais combattant. Je pense qu'il est 6-1 à l'UFC, Boudaille. Ça va être un combat spectaculaire. Buchecha, c'est vraiment un combattant qui est spectaculaire avec son jiu-jitsu. J'ai hâte de voir à quel point ça va être effectif dans l'UFC avec les meilleurs dans le monde. Okay? Dans les arts martiaux mixtes, on le sait, là, t'es sur ton dos, c'est dangereux. Tu peux manger des coups, tu peux manger des coudes. Fait que le jiu-jitsu en ce moment a tellement évolué. C'est beaucoup au niveau des clés de cheville, les clés de genoux, les clés de jambes. Des fois, on est vulnérable à manger des coups dans ces positions-là. Par contre, c'est vraiment un as, c'est un spécialiste dans son domaine. J'ai hâte de le voir. Je trouve ça excitant de voir qu'il va faire ses débuts à l'UFC. Seulement 4-1, encore très jeune, très mûr dans les sports de combat. Très, très vert en sport de combat. Il y a 35 ans, il y a
énormément d'expérience en Jiu-Jitsu. Là, regardez ça, c'est 13 fois champion du monde chez les ceintures noires de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu brésilien. Plusieurs médailles dans différentes... C'était des centaines de médailles dans différentes compétitions et tout ça. Je lisais un petit peu sur lui, là, ça a l'air que c'est vraiment... possiblement le meilleur de tous les temps. Là, il est très, 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 très dominant. C'est comme je le mentionne, le MMA puis le Jiu-Jitsu, c'est tellement deux mondes différents que j'ai hâte de voir comment il va être capable de tirer son épingle du jeu dans cette discipline. À suivre, donc il va se battre sur la carte de ça s'en vient, ça veut dire. À Abu Dhabi, c'est ça, c'est dans 2 semaines. Okay. Donc, un nom à retenir, Marcus Buchecha Almeida. Et on finit ça avec Ben Askren parce que hier, c'est sorti première vidéo, premier commentaire de Ben Askren. Honnêtement, je l'avais pas reconnu, sa vidéo. Ouais, c'est triste, moi non plus. C'est triste, mais c'est beau en même temps parce qu'il a failli mourir. Ouais, mais... Là, il va pas... il va probablement s'en sortir. Il n'est pas sorti du bois complètement, là, mais il vient d'avoir une transplantation des 2 poumons. Il a perdu une 50aine de livres. Là, il pèse 145 livres, 147 livres. Il est méconnaissable. chétif, méconnaissable. Et ouais, tout ça. avec la barbe, les cheveux tout petits, tout gris, tout maigre un petit peu. Mais on l'a vu, sa voix même est différente. Comment il parlait. Il y a de la difficulté à parler, exactement. Parce que là, les kings de tout qui... Donc, mais c'est le fun, puis c'est motivant, puis c'est surtout beau de voir toute la communauté autour qui s'implique avec Ben Askren. On a vu Jake Paul, là, il y a eu beaucoup d'animosité entre les deux, ils se sont même affrontés. Ouais. Il lui a passé le KO, mais Jake Paul a versé beaucoup d'argent pour essayer de prendre soin de tout ça. Puis c'est pas le seul, il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait. Donc, je trouve ça beau de voir la communauté qui s'implique, qui est là pour aider un gars comme Ben Askren, qui le sait, qui, on le sait, n'a pas toujours été dans le cœur de tout le monde, Ben Askren, mais là, regarde, on lui souhaite que du bien. Là. Non, exact, c'est ça. Puis il dit qu'il se rappelle de rien entre le 20... C'est le mois de juin pour lui, là, il était hospitalisé tout le mois de juin, il dit mon dernier souvenir, c'est le 28 mai, puis je me suis réveillé de mon opération le 2 juillet, puis en entendant ça, je me rappelle de rien. Il dit, c'est un peu une bonne chose, parce que je pense que j'ai souffert beaucoup, mais... Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, là, tu sais, mais je sais que ma famille a souffert beaucoup. Il dit, ma femme, elle m'a tout raconté ça, ce qui se passait, tout ça. J'en croyais pas, mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Mais bon, il va reprendre du poil de la bête. Il dit déjà que ça va mieux là, depuis son opération. Ça fait une semaine environ. Donc, c'est le fun d'avoir des nouvelles d'Askren, mais aïe. Ça nous fait réaliser à quel point la vie est courte puis est précieuse, hein, parce que ça, c'est un athlète de haut niveau, Ben Askren. C'est un lutteur de grande renommée. C'est un gars qui est tout le temps dans le gym, puis là, boum, attrape quelque chose au poumon, puis là, 2 transplantations, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Là. Exactement, on lui souhaite du mieux. Donc, voilà pour les actualités. Toi, t'es encore pas mal occupé. Là. Je vois ton t-shirt Jiu-Jitsu Dad. Là, ta fille va au gym. Ma fille va au gym. J'avais des privés un matin. Je m'en vais donner mes cours. Les 4 à 7 à 18h. Après les 8 à 12 ans. Après les adultes. On lâche pas. On s'entraîne. On est là. Puis on va avoir des nouvelles peut-être d'un prochain combat bientôt. Quand tu pourras nous en dire un peu plus officiellement, là, à micro ouvert, on en parlera ici au podcast. On va souhaiter que jeudi prochain, je puisse vous en parler un petit peu. Oh, excellent. Le rendez-vous est lancé. Johan, merci énormément. Merci à vous également à la maison. On se dit à la semaine prochaine. En parlant de White Lion. Team White Lion, let's go. Oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao tout le monde.